Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette première conférence du Salon Expert Trans, première édition 2024. Thématique hautement importante, la transition énergétique. Bienvenue donc à cette conférence dédiée à la fois à la transition écologique, énergétique et aux nouvelles technologies dans le transport et la logistique. Avec EcoCO2, spécialiste en formation et conseil, représenté par Andrew Patry, chargé de mission, et le programme EV, soutenu par l'ADEME. Nous allons explorer comment les entreprises peuvent évaluer et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Transporteurs, commissionnaires et chargeurs sont invités à s'engager sur 3 ans pour améliorer leur performance environnementale avec des solutions concrètes, énergie alternative, biocarburants, électricité, hydrogène. Nous aborderons également les nouvelles exigences de la CSRD qui imposent aux entreprises de mieux rendre compte de leur impact environnemental d'ici 2026. Nous accueillerons également Julien Allais, ingénieur mobilité chez GRDF, pour un zoom sur le bio-GNV. Nous accueillerons également Bruno Poultier de chez Energy Electronics pour parler électricité évidemment. Et enfin, nous clôturerons en compagnie d'un utilisateur et précurseur, Frédéric Pigassou, CEO du groupe G7. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'accueillir sans plus attendre notre premier invité, Andrew Patry, sous vos applaudissements. Normalement, tu peux faire comme chez toi. Donc, Andrew, en toute décontraction, parle-nous d'EcoCO2, de ta mission au sein de cette société. Alors, moi, j'ai beaucoup appris à ton contact en préparant ce moment. Je suis certain que l'Assemblée, ça sera pareil pour elle, et puis également pour celles et ceux qui verront ce moment peut-être en différé. Bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation, Fred et François, à ce premier salon sur Rouen. Oui, en effet, je vais vous parler aujourd'hui d'un programme qui est porté par l'ADEME. C'est le programme EV, Engagement volontaire pour l'environnement. Je suis chargé de mission transport environnement chez EcoCO2. Donc EcoCO2, comme le disait Fred, une société de conseil en transition écologique, conseil et formation en transition écologique, spécialisée notamment sur les enjeux climat, stratégie climat, les enjeux ESG, environnement, sociétal, gouvernance, qui sont en train de se développer. C'est en partie pour ça qu'on va parler un petit peu également des directives européennes au niveau de la réglementation qui impactent notamment les transporteurs sur ces sujets-là, ESG, donc notamment de la CSRD. Et donc j'accompagne spécifiquement les transporteurs routiers de marchandises, de voyageurs, les commissionnaires de Normandie, donc sur les 5 départements, sur ce programme que je vais vous présenter. Alors c'est très complet et à la fois c'est un enseignement aussi parce que je me mets à la place moi d'un transporteur. C'est pas simple de s'y retrouver parfois. En même temps, je dois y aller. Donc toi, tu facilites finalement à la fois la partie conseil et puis l'orientation à prendre. Tu donnes des axes, tu donnes des pistes. C'est ça ta mission ? Exactement. On est vraiment un intermédiaire avec entre autres des fournisseurs d'énergie. On fait du conseil sur les actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Via la liste notamment de l'ADEME, puisque comme tu le disais, le programme est porté par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et on a des listes d'actions de réduction avec les gains potentiels de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de chaque action. Tout ça en toute neutralité. Oui, tout à fait, ouais. C'est le but. On parle vraiment de l'ensemble justement des différentes énergies, puisque là c'est un peu le sujet de ce jour. Donc nous on est vraiment neutre, on a pour but vraiment de vous donner l'ensemble des informations au niveau de la transition écologique, au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des différentes énergies aujourd'hui qui sont matures et celles, ce qu'on appelle les énergies de rupture aussi, de demain, notamment quand on pense à l'électrique et à l'hydrogène entre autres, quoi. Si vous avez des questions, vous les préparez et à l'issue, on se fera un question-réponse. Donc je vais axer un peu ma présentation autour de 3 grands axes. Vous parler un petit peu du coup plus dans le détail du programme EV, engagement volontaire pour l'environnement, en quoi ça consiste. Sur ce premier volet, il y a vraiment un point qui est important pour les transporteurs en échangeant avec les transporteurs.
c'est ce sujet de calcul de l'info GES, notamment par rapport aux demandes qui sont de plus en plus fréquentes des chargeurs et des clients des transporteurs sur quelles sont vos émissions de gaz à effet de serre par rapport aux différents transports. Donc nous, on est aussi une aide sur ce volet-là, au-delà du volet action de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, via l'outil qui est porté par l'ADEME. On va aider les entreprises à mieux calculer et mieux évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs activités transport. Donc un peu axer cette première partie sur l'info GES et le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Une deuxième partie qui sera plutôt basée sur les actions de réduction avec un focus justement sur les énergies alternatives, qui est forcément depuis plusieurs années un sujet qui est primordial pour les entreprises, pour la décarbonation notamment du secteur transport, qui est le premier secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec plus de 32% des émissions de gaz à effet de serre. Et un dernier volet qui est de plus en plus important aujourd'hui et qui préoccupe de plus en plus les transporteurs et les acteurs de la chaîne transport logistique. Donc cette directive, en effet, CSRD, au niveau de la réglementation, donc CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui a pour but en fait de donner un reporting extra-financier, et notamment sur le volet environnemental, et qui est de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, ça concerne les entreprises de plus de 500 salariés, mais comme tu le disais, ça va très vite impacter notamment les entreprises de plus de 250 salariés à partir de 2025 et les TPE-PME à partir de 2026, donc sur les données 2026, donc à partir du 1er janvier 2027. C'est-à-dire demain. Exactement. Alors, du coup, le programme EV, on l'a dit, il est porté par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, au niveau national, soutenu par le ministère de la transition écologique. Donc EcoCO2, on a vraiment les missions d'accompagnement des différents acteurs que je vais vous présenter par la suite, puisque là je parle beaucoup des transporteurs, mais on accompagne également les commissionnaires de transport et les chargeurs sur ces actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les porteurs, il y a également les organisations professionnelles du secteur, donc notamment l'AUTF pour le transport de fret et la sensibilisation des chargeurs, CGF, les grossistes de France, Confédération des grossistes de France, qui accompagne notamment les transporteurs qui font du transport pour compte propre, et ensuite l'ensemble des organisations professionnelles du transport pour compte d'autrui, avec la FNTR, la FNTV, OTRE et TLF. Et ces organisations-là ont un rôle majeur dans le développement du programme, puisque c'est eux qui sensibilisent les entreprises justement sur ce programme-là, et qui permet en fait de transmettre ensuite les coordonnées des différents chargés de mission pour, si les entreprises sont intéressées lors de cette sensibilisation pour en savoir plus, là derrière c'est EcoCO2 via les chargés de mission qui reprenons le sujet et qui accompagnons tout du long en fait les entreprises. Et pour la partie financement, c'est un des intérêts du programme, c'est que c'est financé via les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et donc ça permet d'avoir une prise en charge pour les transporteurs et pour les acteurs de la chaîne transport logistique sur tout ce volet accompagnement, utilisation de l'outil de l'ADEME, évaluation et sur l'ensemble des 3 années d'engagement des entreprises. Tu penses que justement les TPE, PME aujourd'hui non concernés auraient tout un intérêt quand même à anticiper? Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Ça fait un moment qu'elle l'anticipe. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire que aujourd'hui, il y a un peu plus de 3500 entreprises engagées dans le programme au niveau national, un peu plus de 300 en Normandie. Mais quand je rencontre une entreprise pour la première fois, forcément, c'est pas parce que cette entreprise n'est pas dans le programme qu'elle n'agit pas pour la transition écologique. Aujourd'hui, toutes les entreprises de transport agissent depuis des années pour la transition écologique. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je disais que le secteur du transport est le premier secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et quand on dit ça, souvent, on peut penser que tout de suite pointer du doigt les transporteurs parce que les camions c'est gros et ça pollue. Les premiers à agir. Mais c'est seulement 20% des émissions du secteur transport, vraiment les poids lourds.
Et c'est surtout la voiture individuelle qui représente plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre du secteur transport. Donc ça aussi, c'est important à remettre en perspective par rapport à ce point-là. Et donc justement, dans le programme, vous voyez ici les 3 différents dispositifs. Donc on accompagne vraiment 3 types d'acteurs. Les chargeurs, via le dispositif RED 21, et ça c'est vraiment un dispositif qui a une très forte dynamique depuis la création du programme EV. Aujourd'hui, tous les ans, le nombre de chargeurs qui s'engagent dans le programme est multiplié quasiment par 2 depuis 2-3 ans. Et ça a un impact direct aussi sur les transporteurs, puisque plus les chargeurs vont s'engager dans cette démarche environnementale, plus ils vont chercher à mettre en place des actions de décarbonation, et à travailler aussi avec des transporteurs qui agissent pour la transition écologique. Et c'est vraiment le but aussi, c'est de créer un cercle vertueux entre l'ensemble des acteurs de la chaîne transport logistique, avec les chargeurs via Fret 21, les commissionnaires via le dispositif EVCOM et les transporteurs via le dispositif Objectif CO2. Donc ça devient un atout pour aller chercher plus d'affaires. En partie, oui, tout à fait. Alors après, c'est pas le premier critère encore aujourd'hui, mais ça ne cesse d'augmenter. Et en effet, c'est un des sujets qui monte le plus et qui est de plus en plus important. En fonction des secteurs, ça peut varier forcément, mais et notamment avec la réglementation dont on parlait, avec les directives européennes qui sont en train de se mettre en place, le volet environnemental est de plus en plus important dans les échanges entre les transporteurs, leurs clients et les chargeurs. Okay. Au niveau de l'accompagnement, donc je l'ai dit, les organisations professionnelles qui sont présentes aussi sur le salon ont un rôle vraiment important de sensibilisation. Donc c'est vraiment eux qui vont prendre un premier contact avec les entreprises, vous expliquer un peu globalement en quoi le programme peut être intéressant pour les entreprises. Ensuite, les entreprises vont s'inscrire justement sur l'outil qui est utilisé par l'ADEME. Donc c'est un site internet qui permet de rentrer les données et avoir l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. Et par la suite, donc moi je suis chargé de mission en Normandie, mais j'ai des collègues un peu partout en France. Dans chaque grande région, on a un chargé de mission qui accompagne les transporteurs et les commissionnaires qui sont intéressés pour utiliser l'outil de l'ADEME pour évaluer leurs émissions et s'engager sur 3 ans sur des actions de réduction. Et donc il y a un comité de validation de charte en région et au niveau national pour les différents dispositifs qui sont proposés. Et justement, en tant que transporteur, et en tant que chargeur notamment, et bientôt pour les commissionnaires également ce sera possible, il y a 2 niveaux d'engagement qui sont assez différents. Le premier niveau d'engagement, c'est la charte d'objectif CO2. C'est vraiment la démarche qui est historique. La charte a été créée en 2009 en Normandie. Les premiers transporteurs qui sont engagés dans la charte datent de fin 2009, début 2010. Et donc la charte, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue où on va travailler avec les entreprises sur justement la récolte des données la plus précise possible pour avoir une évaluation des émissions de gaz à effet de serre, justement pour les aider à communiquer de plus en plus et de plus en plus précisément auprès de leurs clients sur leur performance environnementale sur le secteur transport. Et du coup, il y a ce deuxième volet dont on parle sur le plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La différence avec le label, qui est arrivé un peu plus tard, le label, ça a été créé en 2016. Et donc, l'idée du label, c'est de pouvoir mettre en avant les entreprises qui ont une bonne performance environnementale. Parce que quand on va travailler avec les entreprises sur la collecte des données et l'évaluation de leurs émissions, on va aussi comparer la performance environnementale avec une moyenne au niveau national, qui est calculée via un algorithme qui est directement intégré dans l'outil de l'ADEME. Et l'idée, c'est hyper intéressant pour les entreprises qui s'engagent, puisque ça leur permet de savoir justement où se situer, s'ils sont au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et pour le coup, s'ils émettent moins d'émissions de gaz à effet de serre, elles peuvent se diriger vers le label, qui est vraiment une sorte de certification de bonne performance environnementale. Et donc c'est un peu plus différenciant que la charte Objectif CO2. Et la grosse différence, c'est que pour le label, il y a un audit indépendant. Donc il y a une dizaine d'auditeurs indépendants en France qui sont formés justement à cette démarche-là et qui auditent les entreprises pour vérifier
que les données sont bien fiables, la fiabilité des données qui prouve que la performance de l'entreprise est bonne. Donc pour la charte, c'est 100% prise en charge via le programme et via les C2E dont je parlais. Et pour le label, il y a un reste à charge en fonction de la taille des entreprises que vous pouvez voir sur l'écran, qui est demandé auprès des entreprises. Donc ça, c'est vraiment une différence entre ces deux démarches, et vous verrez que du fait que ce soit plus ancien aussi et que ce soit plus accessible, il y a beaucoup plus d'entreprises chartées que de labellisées, mais même chose, un peu comme sur le dispositif RED 21 pour les chargeurs, on sent qu'il y a une vraie dynamique pour les labels, les entreprises labellisées, puisque pour ces entreprises-là, comme je disais, c'est vraiment différenciant et ça leur permet d'avoir un argument supplémentaire avec leurs échanges via les chargeurs. Donc voilà, là sur la carte, vous avez justement, tiens, là, je rebondis, les chargeurs sont sensibles à ça, ou il y a encore un peu de chemin? Oui, comme je disais, c'est une très bonne transition. On l'a pas fait exprès. Hein. Oui, il y a une très forte dynamique sur le programme Fred 21. Comme je disais, aujourd'hui, il y a un peu plus de 450 chargeurs qui s'engagent dans la démarche. Et via l'accompagnement que j'ai des transporteurs, et mes collègues le confirment aussi sur les autres régions, le volet environnemental est quelque chose qui est de plus en plus regardé et demandé, que ce soit sur, je disais, le calcul des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur quel type d'action vous mettez en place, énergie alternative, éco-conduite, des actions autour du véhicule sur les pneumatiques, la maintenance, des actions autour de la limitation des kilomètres parasites, des kilomètres à vide. Donc oui, comme on disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui toujours pas le premier critère. Le critère économique forcément reste très important, mais ça peut être différenciant d'avoir vraiment des actions concrètes de décarbonation pour le secteur transport sur la transition écologique. Et en parlant d'actions, justement, ici vous avez le top 5 des actions engagées en fonction du dispositif, donc pour les chargeurs, pour les transporteurs au milieu et pour les commissionnaires de transport. Et ce qui est un peu commun justement à ces trois dispositifs, c'est que vous voyez que pour les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs et les chargeurs, le sujet et l'action énergie alternative est la première action en fait qui est prise. Donc c'est ce qu'on retrouve le plus régulièrement. Et pour les commissionnaires, ça arrive en deuxième position, les transporteurs éco-responsables. En troisième position, pardon, véhicules à faible émission. Donc les énergies alternatives sont vraiment importants aujourd'hui. On voit aussi que sur l'ensemble des 450 chargeurs qui sont engagés, la deuxième action qui est prise par les chargeurs, c'est de augmenter en fait le taux de transporteurs qui sont engagés dans ces démarches environnementales, puisque eux-mêmes, ça va leur permettre de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on voit aussi que le report modal arrive en troisième position, notamment pour les chargeurs. Ils cherchent aussi à développer de plus en plus le transport fluvial et le transport ferroviaire pour décarboner, puisque c'est un gros gain en termes de décarbonation également. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur ce premier volet. Je vais clôturer. Forcément, on vous accompagne aussi lorsque l'entreprise est engagée sur l'ensemble des 3 années à communiquer. Donc on fournit aux entreprises des logos, que ce soit pour les signatures de mail ou pour les véhicules, si les entreprises le souhaitent. Donc peut-être que vous avez vu des logos de charte Objectif CO2 ou label Objectif CO2 en rentre de vacances, donc peut-être que vous en avez vu. Moi qui travaille dans la démarche depuis pas mal de temps, c'est un exercice que j'ai pris l'habitude de faire. Mais voilà, c'est pas anecdotique, on va dire, puisque en fait c'est important aussi de pouvoir accompagner, une fois que les entreprises ont passé du temps sur leur engagement, sur la communication, et on fournit aussi des kits de communication pour les aider à communiquer sur leur engagement. Et juste pour terminer, du coup, voilà, vous avez quelques données chiffrées sur l'ensemble des entreprises sensibilisées. Donc ça représente quasiment 7500 entreprises qui sont sensibilisées sur la démarche, 3269 entreprises engagées au 31 décembre 2023. Et donc une majorité de transporteurs, avec 2134 transporteurs, notamment routiers de marchandises, et un peu plus de 500 entreprises de voyageurs, 450 chargeurs et 150 commissionnaires engagés.
Le gain potentiel que vous voyez en haut à gauche est aussi un point important. Ce gain potentiel ne cesse d'augmenter année après année, c'est-à-dire que les entreprises ont des plans d'action qui sont de plus en plus ambitieux et avec de plus en plus de gains d'émissions de gaz à effet de serre. Et le développement des énergies alternatives dont on va parler est en partie responsable justement de cette hausse des émissions de gaz à effet de serre. La dernière chose, on accompagne aussi via le programme les entreprises via une plateforme d'échange de données où là, l'idée de l'ADEME, c'est vraiment de faciliter l'échange de données que les transporteurs peuvent avoir avec leurs clients. Et donc, c'est un outil au niveau national qui existe, qui permet d'avoir l'ensemble des acteurs de la chaîne transport logistique sur le même site et qui permet de faciliter l'échange de données environnementales. Quelques données au niveau de la Normandie, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Donc 371 entreprises se sont engagées en Normandie dans la démarche, 344 entreprises dans la charte objectif CO2 et 27 entreprises labellisées. Donc c'est là on voit aussi le fait que ce soit différenciant, c'est un peu plus exigeant d'aller vers le label ça nécessite aussi de pouvoir préparer et accompagner les entreprises sur la préparation de l'audit et sur la labellisation. Donc c'est là que ça peut être différenciant dans les échanges avec les chargeurs entre autres. Je vais passer rapidement du coup sur ce volet info GES pour pouvoir passer sur les énergies alternatives. Juste vous rappeler que l'info GES c'est un décret qui existe depuis 2014, enfin même fin 2003, octobre 2023, qui oblige les transporteurs à communiquer sur les émissions de gaz à effet de serre en fonction des trajets qu'ils ont, sachant qu'il faut que le trajet ait un point de départ ou un point d'arrivée au niveau national en France. Donc ça, c'est une obligation qui existe. Et il y a eu différentes étapes sur le développement justement de cette obligation, notamment avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2017. Qui vient parler cette fois-ci de quantité GES et non plus seulement de CO2. Donc GES, tu en parlais tout à l'heure en introduction, gaz à effet de serre. Il y a plusieurs gaz à effet de serre, le CO2 est le principal gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Il y a également le CH4, le méthane, d'autres émissions également. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir parler de CO2 équivalent ou de gaz à effet de serre. Et la nouveauté, c'est via la loi climat et résilience qui date de 2021, qui prévoit justement une sanction financière qui n'existait pas auparavant pour les entreprises qui ne respectent pas en fait cette obligation de transmettre leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on sent qu'avec les énergies alternatives, c'est un sujet qui est de plus en plus demandé par les entreprises de comment bien calculer et comment respecter en fait cette réglementation de transmettre les émissions de gaz à effet de serre. Et via le programme, on peut aider les entreprises justement sur ce calcul des émissions de gaz à effet de serre. Et donc comme vous le voyez, à partir du 1er janvier 2025, donc ça va arriver très vite, il peut y avoir des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 3 000 € en fonction des cas pour les entreprises qui ne respectent pas en fait cette obligation de transmettre les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a 4 niveaux pour respecter justement cette obligation-là. Et globalement, nous, via le programme, on permet aux entreprises d'aller sur les niveaux les plus précis, donc les niveaux 3 et 4, qui permet aux entreprises d'avoir un calcul le plus précis possible en fonction des trajets, en fonction du type de véhicule qu'ils vont utiliser et en fonction des demandes de clients. Et donc voilà, je vous ai mis notamment la formule pour ceux que ça peut intéresser. Donc on va prendre différents critères et on va multiplier en fait justement l'intensité carbone pour ceux qui sont engagés dans la démarche. Donc quand on parle d'intensité carbone, c'est les grammes CO2 à chaque tonne kilomètre que les entreprises de transport vont réaliser. On va prendre cette donnée-là qu'on a directement sur l'outil, qu'on va calculer par les kilomètres et le tonnage pour avoir ensuite les kilos CO2 en fonction des trajets. Donc voilà, c'était juste pour dire c'était un sujet et qu'on pouvait accompagner également les entreprises sur ce sujet de quantification de gaz à effet de serre.
Et donc via la plateforme, pour ceux qui pourraient être intéressés, on organise assez régulièrement tous les mois, quasiment tous les mois ou tous les 2-3 mois, des ateliers de présentation de la plateforme et des ateliers de présentation du calcul de l'info GES dont on vient de parler assez rapidement. Et donc voilà, les prochains, notamment, c'est le 8 octobre. Donc vous pouvez aller sur le site du programme et vous inscrire. C'est 45 minutes en visio et ça permet d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là. Merci, précieuse information. Passons aux énergies alternatives. Tout à fait. Pareil, je vais essayer d'être assez synthétique puisque y a d'autres personnes qui vont intervenir sur ce sujet-là également. Juste avant de parler des énergies alternatives, juste rappeler que via le programme EV, on travaille notamment avec les facteurs d'émission de l'ADEME. Et donc le facteur d'émission, celui du gasoil par exemple, je vous l'ai mis ici, c'est 3,10 kg CO2 pour chaque litre de gasoil consommé par les transporteurs par exemple. Donc on fonctionne en fonction des facteurs d'émission et ça c'est un point aussi qui est important puisque c'est grâce aux facteurs d'émission des différentes énergies qu'on va savoir le gain de décarbonation qu'il peut y avoir en fonction des différentes énergies alternatives justement au gasoil qui est une énergie fossile. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir accompagner les entreprises sur ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, sur les énergies qui sont matures via les transporteurs qui investissent depuis plusieurs années sur ces différentes énergies. Et donc nous on a vraiment un rôle, comme tu le disais tout à l'heure, neutre, de promouvoir vraiment un mix énergétique puisque je crois sur la nécessité d'avoir plusieurs énergies aujourd'hui pour les transporteurs et pour les acteurs des chaînes de la chaîne transport logistique puisqu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour que tout le monde passe sur les mêmes énergies. Chacun aussi a des croyances. Donc nous, l'idée dans le cadre du programme, c'est d'être le plus neutre possible et de transmettre en fait les retours des entreprises, des transporteurs qui ont déjà aussi investi sur ces différentes énergies et de transmettre entre guillemets les avantages et les inconvénients de chacune des énergies. Et là, justement, quand on parle de facteurs d'émission, moi je vous conseille d'aller également sur la base empreinte pour ceux que ça peut intéresser, où on retrouve tous les facteurs d'émission des différentes énergies, qui est souvent mise à jour, donc c'est porté par l'ADEME et ça permet de voir aussi les gains d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des différentes énergies. Au niveau du programme, comme je disais, on se base vraiment sur ces facteurs d'émission. On suit un peu l'évolution, donc on peut aussi informer les entreprises sur ces sujets-là. Et donc là, vous voyez les facteurs d'émission, donc je suis désolé, c'est un peu petit, mais les facteurs d'émission des différentes énergies alternatives. Et aujourd'hui, quand on parle des énergies alternatives, il y a des vraies dynamiques, notamment sur le bio-GNV. Julien nous en parlera juste après. Va parler par la suite, mais également sur les biocarburants, avec le B100 et le XTL HVO, entre autres. Donc sur ces différentes énergies, il y a des avantages, des inconvénients sur chacune des énergies. Si on prend les biocarburants, par exemple, la dynamique est assez forte sur le XTL HVO depuis quelques temps. Elle a été également très forte au début, en 2021, au développement du B100. C'est des énergies qui permettent aux entreprises, entre autres aussi, de limiter les risques. Puisque ça permet de réduire au minimum de 60% les émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on prend le B100 par exemple, la matière première, c'est l'huile de colza. Donc c'est de l'huile végétale et ça permet de réduire de 60% au minimum les émissions de gaz à effet de serre, puisque vous voyez le facteur d'émission est de 1,22 kg CO2 à chaque litre de B100 qui est consommé. En fonction des retours des transporteurs, et ça peut varier, et c'est ça qui est aussi important en fonction des flux, en fonction des activités. Il y a peut-être deux limites sur le B100, notamment celle de la surconsommation. Même chose, hein, ça va prendre avec des pincettes, c'est en fonction des flux, mais l'ADEME estime une surconsommation entre 3 et 9% pour les transporteurs qui roulent au B100 comparé au gasoil, et également plus de coûts en termes de maintenance, une vérification plus régulière
sur la maintenance liée peut-être à un encrassement du moteur. Donc ça va dépendre aussi des fournisseurs. Il y a plusieurs fournisseurs qui proposent ce type de biocarburant, mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Un des avantages, c'est que ça permet de décarboner assez fortement, au minimum de 60%. Pour ceux qui passent sur le B100 exclusif, c'est-à-dire qu'on peut uniquement mettre du B100, ça permet aussi d'avoir la vignette critère. Donc il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un sujet qui est complexe, mais l'idée c'est vraiment d'aller dans le détail avec l'entreprise, de comprendre les activités de l'entreprise, où elle est située, quel est un peu l'environnement aussi autour de l'entreprise en termes de stations qu'il peut y avoir sur l'électrique ou de bio-GNV, si on parle du GNV, du bio-GNV. Est-ce qu'ils ont des flux qui sont plutôt au niveau régional ou des flux qui sont plutôt longue distance en national? Est-ce qu'ils ont des livraisons en zone urbaine ou non? C'est vraiment tous ces critères-là qu'il faut additionner. Et nous, du coup, l'idée, c'est de donner des avantages, des inconvénients de chacune des énergies, et ensuite des pistes, et que les entreprises puissent se faire leur propre avis sur ce qui se fait de mieux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de mix énergétique, et on le voit de plus en plus, et on va le voir notamment avec le groupe G7, c'est d'avoir des entreprises qui investissent dans plusieurs énergies. Et ça, il y a une vraie dynamique là-dessus, puisque les entreprises ont plusieurs types de flux, plusieurs types d'activités, et en fonction des activités, telle ou telle énergie peut être plus intéressante pour les entreprises. Peut-être juste dire du coup un petit mot sur le XTL HVO. Je vais laisser forcément la parole à Julien en tant qu'expert sur le GNV, bio-GNV par la suite, mais sur le XTL HVO, c'est un peu plus récent, et donc la différence, c'est que en termes de matière première, c'est de l'huile non alimentaire usagée qui est utilisée, donc c'est pas de l'huile végétale. Donc en termes de biocarburant, on est cette fois-ci sur un biocarburant de seconde génération, et donc c'est ce qui explique notamment le fait que ça décarbone un peu plus que le B100 et l'huile de colza. En termes pour le XTL HVO, on est sur moins 80% au minimum d'émissions de gaz à effet de serre comparé au gasoil. On se réfère toujours au facteur d'émission, donc 0,54 kg CO2 pour chaque litre de XTL HVO. Si on se rapporte à la diapo précédente où je vous montrais le gasoil, on est à 3,10, donc c'est là qu'on voit le moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre. Une des limites du XTL HVO, c'est le surcoût au litre de carburant utilisé, environ 20 centimes, mais bon, ça varie, hein, il y a des évolutions. Et c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est la vignette critère 2 pour le XTL HVO, puisque il n'y a pas de possibilité de savoir si on est sur du 100% XTL HVO. C'est aussi un des avantages, comme je disais, pour certaines entreprises, c'est que c'est peut-être un peu moins complexe, puisqu'on peut utiliser les deux, soit du gasoil, soit du XTL HVO sur certains trajets, ou même certaines entreprises qui ont des cuves en interne mettent une partie de gasoil et une partie de XTL HVO. Ça permet de décarboner. Mais du coup, on ne sait pas si c'est 100% de XTL HVO, et c'est ce qui explique aujourd'hui que ces vignettes critère 2, donc pour les entreprises qui ont des livraisons en zone urbaine, c'est vrai que ça peut être un frein par rapport à cette énergie-là. Pour l'électricité, juste deux ou trois mots. Aujourd'hui, l'électricité est mature, on s'en rend compte surtout sur le secteur de la distribution et des livraisons en zone urbaine, notamment pour les porteurs, les petits porteurs, livraison premier et dernier kilomètre en partie, tout à fait. Et donc oui, il y a plus d'offres, notamment au niveau des constructeurs sur ces véhicules-là. Et c'est aussi lié au fait que y a des autonomies qui sont aussi assez limitées. Donc c'est pour ça que c'est plus adapté aussi pour les livraisons en zone urbaine, l'électricité. Et pour le coup, c'est vrai que en France, on a cette chance-là, c'est que l'électricité est bas carbone, et donc ça permet de réduire de 95% les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, même chose, c'est pour aujourd'hui un peu un marché de niche pour ceux qui font de la livraison en zone urbaine, mais ça peut être une solution aussi intéressante. Ce qui n'est pas le cas chez nos copains européens, puisqu'ils ne sont pas forcément... C'est ça va dépendre du mix énergétique, de la production de l'électricité. Si on compare à l'Allemagne, par exemple, il y a beaucoup plus de charbon
en Allemagne. Et pour le coup, on voit que la moyenne au niveau européen n'est pas la même pour l'électricité en France et comparé à d'autres pays européens. Et on voit pour l'électricité qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent aussi à faire des tests sur les poids lourds. Alors, il y a un réel surcoût, etc. Mais il y a des aides, notamment de l'ADEME, qui existent depuis quelques années, qui fait des appels d'offres pour avoir des aides et des subventions. Nous, au niveau régional, il y a des aides aussi d'un organisme qui s'appelle AD Normandie, qui provient de la région, qui peut accompagner aussi certaines entreprises sur des aides financières. Sur la décarbonation, que ce soit pour le bio-GNV, l'électricité. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Juste peut-être pour terminer, avant de passer la parole, j'espère que j'ai pas été trop long. Donc oui, vous dire quelques mots quand même sur la CSRD, cette directive européenne qui a pour but de donner des obligations en fonction de la taille des entreprises sur le reporting extra-financier. Donc les entreprises ont forcément des obligations sur du reporting financier. Et là, le but de la CSRD, c'est vraiment de donner une directive au niveau européen et aujourd'hui du coup également en France sur le reporting extra-financier. Donc au niveau de la CSRD, on parle beaucoup des différents critères qui sont de plus en plus proposés. On parle de double matérialité. Donc la double matérialité, c'est à la fois l'impact que l'entreprise va avoir sur l'environnement, mais également l'impact que l'environnement va avoir sur l'entreprise. Et donc l'idée, c'est d'aller dans le détail avec les entreprises sur différents critères. Il y a plusieurs thématiques autour de la CSRD. Il y a beaucoup de thématiques. Je peux vous en donner quelques-unes que je me suis notées puisque je ne les connais pas par cœur. Mais il y a notamment une thématique sur l'atténuation au changement climatique. Donc le changement climatique, donc c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse, mais il y a d'autres thématiques comme la pollution, les ressources marines en eau, l'économie circulaire, la main-d'œuvre de l'entreprise. Au niveau de la gouvernance, on va regarder des critères de conduite commerciale. Donc là, on se concentre vraiment un peu plus, vu qu'on est sur la conférence transition énergétique, sur l'axe changement climatique. Et donc sur cet axe-là, pardon. Une des explications en fait de l'impact que peut avoir la CSRD quand on parle de double matérialité, c'est notamment le fait qu'aujourd'hui, pour les entreprises de plus de 500 salariés, elles ont l'obligation de mettre en place un bilan carbone. Donc sur le bilan carbone, on a les scopes 1, 2 et 3. Donc les scopes 1 et 2, c'est les émissions directes transmises notamment par les consommations énergétiques des entreprises, entre autres, et par exemple les véhicules qu'ils ont en propre. Et le scope 3, c'est toutes les émissions indirectes qui vont concerner souvent le gros du bilan carbone des entreprises, donc les achats, les transports. Et donc aujourd'hui, il y a une obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés d'inclure ce scope 3. Et donc c'est ça la grosse différence notamment avec la CSRD, c'est que les entreprises de plus de 500 salariés vont avoir cette obligation d'inclure leur bilan carbone sur ces émissions indirectes. Et c'est là que ça peut avoir aussi un impact sur les transporteurs, puisque en tant que transporteurs, ils font partie du scope 3 de ces chargeurs et de ces clients en fait. Donc c'est ça qui peut avoir un impact. Il peut y avoir de plus en plus de demandes en fait des chargeurs notamment sur ces sujets-là, comme on le disait tout à l'heure. Et donc comme on le disait, donc aujourd'hui ça concerne que les entreprises de plus de 500 salariés. À partir de 2025, ça va concerner les entreprises de 250 salariés. De 50 à 250 salariés, pardon. Et à partir de 2020, alors quand je dis 2025, c'est les données 2025, donc à chaque fois c'est année N-1, donc c'est 1er janvier 2026. Voilà, c'est ça, et 1er janvier 2027 pour les TPE, PME. Donc voilà, donc juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place justement sur ces stratégies climat. Il y a de plus en plus d'entreprises et de transporteurs qui essayent d'avoir des stratégies climat à moyen long terme, 2030, 2035, pour aussi répondre aux objectifs nationaux de la stratégie nationale bas carbone qui prévoit de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 et une décarbonation complète à partir de 2050. Et donc les entreprises ont aussi
ce rôle-là à jouer, d'avoir des objectifs à moyen long terme sur des stratégies climat. Et là, sur la droite, vous voyez notamment des démarches, les bilans carbone. Il y a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent aller plus loin sur des bilans carbone. La démarche de l'ADEME, la démarche ACT pas à pas, la démarche SBTI, voilà, c'est des choses qui se mettent de plus en place, en plus des certifications de labels qui sont en train de se développer également. Je vais m'arrêter là, mais s'il y a des questions, je reste à disposition sur ce volet-là. Les questions juste après. J'avais moi une petite question. Oui, le programme EVE, aujourd'hui, les entreprises qui ne l'ont pas encore fait, quel est leur principal frein finalement? Est-ce que c'est un problème de communication? Elles n'ont pas eu cette information? Ou est-ce qu'il existe des freins? Je pense qu'un des principaux freins, c'est la ressource. Parce qu'il y a aussi beaucoup de TPE, PME sur le secteur du transport. Et ça nécessite quand même un certain travail de récolte de données, même si nous, on est là aussi pour accompagner les entreprises. Mais il faut avoir la ressource en interne. Et toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir tout un service QSE, QHSE ou RSE à disposition. Et parfois, on travaille directement avec les gérants d'entreprise. Et donc, forcément, il y a l'activité quotidienne qui est très importante. Donc, un des principaux freins, c'est ça, c'est vraiment la ressource, avoir le temps pour collecter les données, avoir des émissions de gaz à effet de serre les plus précises possibles pour pouvoir s'engager. C'est vraiment cette question de temps qui, je trouve, Alors, si on doit être très pragmatique, ça prend en moyenne combien de temps? Alors, pareil, ça c'est hyper variable. Mais moi j'ai des entreprises qui, pour les plus rapides, en 2-3 semaines, le dossier peut être réalisé parce que les entreprises ont des outils en interne qui leur permettent d'avoir assez rapidement et facilement les données nécessaires pour avoir l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. La fameuse data. Exactement. Mais en moyenne, c'est 2-3 mois, en fonction. Mais même chose, ça va dépendre de la disponibilité des entreprises pour pouvoir récolter les données. Mais en moyenne, c'est 2-3 mois. Et j'ai même, à contrario, d'autres entreprises que j'ai vues parfois il y a 2-3 ans qui me rappellent 2-3 ans après en disant j'ai pas eu le temps de m'y consacrer, mais là par exemple j'ai une demande d'un client sur le sujet, je veux revenir dans le dispositif, et ça c'est tout à fait possible, quoi. Tu sens quand même que le caractère économique peut à un moment donné accélérer la démarche. Ouais, complètement, le caractère économique et l'impact de la demande des clients aussi, bien évidemment. Ok, je t'ai coupé tout à l'heure, tu voulais... Non, juste on parlait de bilan carbone. Comme le programme EVE, en fait, il y a un programme qui s'appelle Diag Décarbonation, qui permet d'avoir une prise en charge pour les entreprises qui n'ont pas encore réalisé de bilan carbone, une prise en charge de l'accompagnement du bilan carbone qui va de 40 à 60% de prise en charge. Donc si ça intéresse certaines entreprises aussi de mieux évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre via un bilan carbone, n'hésitez pas à aller sur le site internet Diag Décarbonation, qui est porté par le BPI et par l'ADEME, qui permet d'avoir un accompagnement sur le bilan carbone pour justement répondre à ce sujet des émissions de gaz à effet de serre. Andrew Patry, société EcoCO2, on l'applaudit. Merci. C'est une mine d'informations. Merci Andrew. Merci. Alors on a parlé des énergies alternatives, et qui mieux que Julien Allais de chez GRDF, je vous disais tout à l'heure, ingénieur mobilité à GRDF, je lui demande de venir me rejoindre pour parler du bio-GNV. On l'applaudit. Ouais, tu peux te mettre ici comme tu veux. Ah oui, il y a un peu de... Vas-y. On va vous mettre encore des petites choses à l'écran pour bien maîtriser le bio-GNV. Bonjour à tous. Avant de nous parler du bio-GNV, parle-nous un peu de qui es-tu. Alors avant de parler de moi, je vais parler de GRDF. Donc GRDF entretient et développe les réseaux gaz. GRDF est missionné par la Commission de régulation de l'énergie pour assurer la promotion des gaz verts, du biométhane. Et mon rôle au sein de GRDF, en tant qu'ingénieur d'affaires, c'est principalement de développer l'usage mobilité, donc le bio-GNV. Donc Andrew a été très bavard, alors on va essayer de faire synthétique, mais il a dit effectivement très complet, énormément de choses. Mais je reviendrai après sur sa présentation, puisque dans tout ce qui est carburant alternatif, on verra que
le GNV. Et certainement, l'idée de cette présentation, c'est de vous faire comprendre en quoi c'est une solution immédiatement disponible pour dépolluer et décarboner la mobilité. Donc avant de parler de bio-GNV, souci technique, c'est ça? Non. Il n'y a pas la presse? On va régulariser tout ça. Ce sont les aléas du direct. Ici, sur le salon Expert Trans, première édition 2024. Notre première conférence sur ces 3 jours, dédiée à la transition énergétique. Donc Julien, c'est bon, ça marche. On était là. On me dit dans l'oreillette, ça fonctionne. Parfait. Donc avant de parler de bio-GNV, donc le bio-GNV, c'est l'usage mobilité du biométhane. Le biométhane, c'est quoi? Donc c'est du gaz vert produit sur nos territoires, principalement aujourd'hui grâce à nos résidus agricoles, donc produit de la méthanisation. Un petit focus sur la production de biométhane en Normandie. Donc à date, on a un peu plus de 50 sites en Normandie qui injectent près de 895 gigawattheures. Pour donner un ordre de grandeur, vraiment faire un focus mobilité avec ces près de 900 gigawattheures, ça permettrait de faire rouler près de 3000 camions poids lourds au bio-GNV, sachant qu'aujourd'hui en France, on a environ à peu près 10 000 camions qui roulent au bio-GNV. Donc rien qu'avec la production normande, on voit déjà qu'il y a un potentiel immédiatement disponible pour ce carburant. Quelques chiffres nationaux, on est sur 12 TWh, ce qui équivaut à peu près à la production de 2 réacteurs nucléaires. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est ok, on voit qu'à date on a déjà un potentiel intéressant. Qu'est-ce que nous réservent les années à venir? Globalement, la France est assez confiante sur la filière puisque la stratégie nationale bas carbone de la France ambitionne 20% de gaz vert dans nos réseaux à horizon 2030 et 100% à horizon 2050 en y alliant à la fois mixité, sobriété et efficacité énergétique. Donc baisse des consommations de gaz fossiles, ce qui permettra, avec plus de production de gaz vert, d'atteindre un 100% gaz vert. Alors le GNV, l'acronyme rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gaz naturel véhicule. Il existe sous 2 formes, principalement GNL, gaz naturel liquéfié, ou GNC, gaz naturel comprimé. On va faire vraiment un focus sur la partie bio-GNC, donc le gaz renouvelable, qui permet de, comme je le disais, de dépolluer et de décarboner la mobilité. C'est bon? Vous l'avez là? Pourquoi il est intéressant de rouler au bio-GNC? Comme le disait Andrew, aujourd'hui, clairement, les solutions, les différents carburants alternatifs ne s'opposent pas. Le B100 a des atouts, le diesel de synthèse HVO XTL en a. Mais globalement, si vous vous souciez à la fois de la qualité de l'air, qui cause encore plus de 50 000 morts par an en France, voilà, la pollution de l'air, c'est un vrai sujet, et que vous vous souciez également du réchauffement climatique, donc la partie décarbonation. Voilà, faut bien dissocier et se soucier à la fois de la dépollution et de la décarbonation. Et quand vous faites la synthèse de ce qu'a présenté Andrew, si vous voulez une vignette critère 1 et moins 80% de CO2, vous comprenez qu'il faut faire le choix du bio-GNC. Voilà, c'est vraiment le carburant décarboné aujourd'hui dans les biocarburants qui permet d'allier les deux. Au-delà de ces atouts, le bio-GNV permet aussi d'avoir 2 fois moins de bruit, ce qui est un argument non négligeable, surtout dans les villes. Et surtout, c'est un carburant dit de 2e génération, donc produit grâce à des déchets. Et je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait qu'il n'y a rien de plus vertueux que de rouler grâce à des déchets. C'est très clair. Merci Fred. Une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant aussi quand même de comparer ce carburant, comme le disait Andrew, qu'on appelle énergie de transition aux futures énergies de rupture, que sont l'élec et l'hydrogène, s'il est demain vert, y compris pour la mobilité. Clairement, le bio-GNC n'a pas à rougir de la comparaison en termes d'empreinte carbone.
Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, aujourd'hui on a des niveaux d'émissions de CO2 vraiment très proches de l'élec et de l'hydrogène vert. Si on raisonne en cycle de vie, si on se soucie de la production et de recyclage des batteries. Et quand on parle de réglementation européenne et de la potentielle fin des véhicules thermiques, ce graphe est très intéressant aussi, je trouve. C'est de comparer donc le biogène C à l'électricité française qui est très peu carbonée. On a la chance d'avoir une forte production nucléaire en France et on doit s'en réjouir. Mais si on parle règlement européen, il est important de se soucier de l'empreinte carbone de l'électricité européenne. Et là, sur ce graphe, vous pouvez voir que le biogène C n'a pas du tout à rougir de la comparaison. Donc oui à la fin des énergies fossiles, mais non, soutenons les moteurs thermiques avec énergie alternative décarbonée. Et donc le biogène C, comme les autres biocarburants, ont toute leur place, puisqu'il y a vraiment urgence de décarboner la mobilité et ne pas attendre indéfiniment un tout élec ou tout hydrogène. Toujours le mix qui revient systématiquement dans cette discussion. Ouais. J'ai pas parlé des usages, vraiment des atouts du biogène C en termes d'usage, tout simplement parce que je pense qu'on a un très bon ambassadeur qui prône un mix et qui est un pionnier sur les énergies avec Monsieur Pigassou. D'ailleurs, sur cette photo, vous pouvez voir un de ces magnifiques camions où on voit bien qu'on est sur un carburant de deuxième génération qui évoque les déchets qui nous propulsent. Je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup Julien. Je vous propose d'accueillir Bruno Poultier. Juste avant d'accueillir Frédéric Pigassou, Bruno Poultier de chez Energitronics pour nous parler un peu élec. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que tout ce que tu as entendu t'évoque et puis parle-nous de ce que tu chose que j'ai entendu, c'est la mixité. Chaque énergie a sa place au bon usage, que ce soit les biocarburants, que ce soit l'électricité, que ce soit des solutions à l'hydrogène. On n'a pas abordé l'hydrogène, mais je pense qu'il y a peut-être des experts ici hydrogène. Il n'y a pas la solution idéale. Parfois, j'ai affaire à des clients qui sont pour le coup pro-élec et qui vont dénigrer une partie alors que la flotte pourrait très bien être adaptée, mécaniquement, techniquement. Voilà. On écoute d'abord les usages avant de pouvoir dire aux clients bon bah écoutez, oui, l'électrique il est fait pour vous, ou nous on n'est pas trop experts en la matière, mais peut-être que l'hydrogène ou le gaz naturel pourrait être très efficace pour ce qui vous concerne. Voilà comment on fonctionne. Donc pour répondre à la question, l'électrique, oui, on voit une énorme progression. En 2010, il y avait 104 véhicules seulement en circulation. Aujourd'hui, il y en a bien plus. On avait très peu de bornes. Aujourd'hui, on en a près de 120 000 sur le territoire. On voit que le camion également prend une place avec des gros développements, notamment Volvo qui a sorti il y a quelques temps un camion qui est capable de faire un peu plus de 400 km. Alors ça reste, quand on compare évidemment avec un camion thermique, on reste quand même on est à la marge quelque part. Mais ça évolue. Ça évolue très rapidement. Toutes les technologies en matière, que ce soit en matière d'énergie évoluent. On a des chimistes français avec le CNRS qui a réussi à travailler sur une batterie qui va pouvoir durer plus de 30 ans, qui est 2 fois plus légère que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc on a des portes, on va pouvoir donc travailler sur tout ce qui est écologie, accumulation aussi, parce que on parlait du coût de l'énergie, là on faisait le comparatif là. L'électricité, on a un parc nucléaire qui nous fournit de l'énergie qu'on dit pilotée. Quand on regarde des énergies alternatives comme le solaire ou l'éolien, eh bien en fait on est obligé de dégrader la performance de dégrader la puissance de tout le parc nucléaire parce que le réseau il est ultra équilibré. Donc dès lors que ça fournit, il faut vraiment faire attention à tous les paramètres. Et il y a aussi sur la base de la batterie, sur la base du recyclage de deuxième main, des batteries de deuxième main, il y a aussi des solutions qui existent, notamment une société Rayon qui est juste à côté, juste de l'autre côté en face, qui elle propose de recycler des batteries de Zoé en les utilisant pour gérer de la capacité et redistribuer la capacité au moment où le coût de l'énergie est un tout petit peu plus cher.
par exemple, dans la journée. On voit au niveau national, et moi j'ai un œil plutôt régional, même si je fais beaucoup de veille, mais je vois les acteurs aujourd'hui effectivement travailler sur l'accumulation, sur le mix énergétique. Il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. Les problématiques sont différentes. Vous avez des gens qui vont vous faire le dernier kilomètre, qui vont peut-être pouvoir avoir un vélo cargo, et puis d'autres qui vont faire le dernier kilomètre, mais c'est sur 50 km. On est déjà dans la ligne un peu extrême du dernier kilomètre, mais voilà. Oui, on a aussi, en termes de transport, on a aussi d'autres mixités. On a le fluvial, qui, pour le coup, permet de réduire de façon drastique le coût au kilomètre. Je crois que tu avais une petite vidéo. Est-ce que tu l'as? Non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ça peut arriver. Merci beaucoup, Bruno. Qui mieux qu'un utilisateur, et je dirais même précurseur, pour nous parler de tout ça ou peut-être participer à une belle conclusion. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir monsieur Frédéric Pigassou, CEO du groupe G7. Bienvenue Frédéric, on va vous faire une place. Bon, bonjour à tous. Le groupe G7, l'histoire, quelques chiffres tout de même. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Le groupe G7, c'est aujourd'hui une entreprise qui a un peu plus de 25 années d'existence. C'est aujourd'hui un peu plus de 500 collaborateurs et un virage pris pour le mix énergétique, puisque je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions. C'est un virage qui a été pris maintenant il y a un peu moins de 10 ans. En commençant par le bio-GNV, puisque c'était la seule alternative qu'on avait à l'époque. L'électrique n'était pas mature. Les vélos cargo qu'on a derrière nous, qu'on utilise aujourd'hui tous les jours pour livrer le centre historique de Rouen, n'existaient pas non plus. Les véhicules légers étaient forcément thermiques. Enfin, il n'y avait pas de solution. Et puis, un constructeur a mis en avant un véhicule qui existait déjà pour notamment les bennes à ordures ménagères et qui fonctionnait déjà au GNV, c'était Iveco. Et puis le hasard a voulu qu'on les ait rencontrés sur un grand circuit national pour justement tester ces véhicules-là. Et puis j'ai rencontré un homme que beaucoup connaissent qui s'appelle Clément Chandon, qui est un éminent personnage dans la transition énergétique aujourd'hui au niveau poids lourd, qui travaillait pour Iveco, qui travaille toujours pour Iveco d'ailleurs, qui nous a dit si on devait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer comme véhicule qui correspondrait à votre utilisation. Et on lui a répondu qu'aujourd'hui nous on livrait du dernier kilomètre, mais on arrive à faire quand même 200 km par jour pour livrer du dernier kilomètre, puisque on livre toute la région du 76, et quand on fait une boucle pour livrer, le premier atout d'un transporteur pour ne pas polluer bêtement, c'est de rouler le moins à vide possible. Donc on ne peut pas partir en se disant on va juste faire 10, 20, 30 km dans une journée. C'est une ineptie, on va livrer une personne, deux personnes. Le tout, c'est de pouvoir en livrer un maximum dans un rayon de kilomètres le plus restreint, en optimisant le plus nos tournées et en utilisant une énergie la plus verte possible, sachant qu'il n'y a pas de vraie énergie totalement verte. Ça n'existe pas. On pollue de toute façon avec des freins, on pollue de toute façon avec du pneumatique. Donc ça n'existe pas, le zéro. Par contre, on peut réduire de manière importante en utilisant aujourd'hui pour différentes utilisations. Aujourd'hui, on livre quasiment 500 clients par jour en vélo cargo sur le centre historique de Rouen, en ayant un mini-hub en plein centre-ville et en faisant du dispatch via des vélos en assistance électrique. Mais on livre aujourd'hui aussi quasiment 8000 personnes par jour en véhicule full électrique dans un rayon de 100 km autour de Rouen, sur des boucles où on fait 100 km par jour. Mais on livre aussi en poids lourd via le bio-GNV, que ce soit dans une utilisation de proximité où on fait 100 à 150 km par jour. Et là, on peut aller ce qu'on appelle un 12 tonnes jusqu'au 44 tonnes. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Et la solution bio-GNV aujourd'hui se porte essentiellement sur le poids lourd. Bientôt l'électrique. Aujourd'hui, on n'a pas de véhicule poids lourd électrique, mais on est en cours d'achat parce qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui sur cette utilisation. Que n'est pas le bio-GNV, c'est le ravitaillement en fait. On a un vrai sujet là-dessus, ça prend encore beaucoup de temps, ça tend à se réduire.
de manière drastique. Quand avant on mettait 3 heures à recharger un camion, aujourd'hui on peut arriver à mettre une seule heure pour le faire. Donc ça devient intéressant. Ça avance. Mais on a une autonomie qui reste restreinte. On avait un échange avec un de nos confrères il n'y a pas une demi-heure sur l'autonomie du véhicule, qui est un vrai frein pour la zone longue. On doit encore beaucoup progresser sur cette partie-là. C'est quoi aujourd'hui l'autonomie ? Alors, pour un véhicule léger, on arrive aujourd'hui à avoir 250 km d'autonomie avec un pack batterie à 75 kW, ce qui est déjà une belle autonomie pour pouvoir faire du dernier kilomètre. Le vélo derrière, ça dépend de vos jambes. C'est la première raison. Ensuite, sur un poids lourd, sur un véhicule 12 tonnes, où là on fait essentiellement du régional, on peut arriver à faire jusqu'à 300 km avec une utilisation journalière, avec un plein effectivement du coup journalier. Ça correspond à un investissement. Et puis après, on peut aller jusqu'à 1200 km d'autonomie sur un véhicule biogaz avec un nombre de packs de bouteilles qui permet d'avoir suffisamment de gaz embarqué pour pouvoir utiliser pendant 1200 km. Mais on l'a fait, on a fait un Rouen, si j'ai bonne mémoire, c'était Turin. Maranello, pardon. On avait fait un Rouen Maranello avec un véhicule porteur 19 tonnes avec un seul plein qu'on avait fait à Rouen, et on était allé jusqu'à Maranello avec un seul véhicule en 19 tonnes. Donc c'est possible, on a cette capacité de rouler et de pouvoir faire de la longue distance. Maintenant, pour les tracteurs, le nombre de packs de bouteilles étant limité pour un gaz, donc on n'a pas la capacité d'aller aujourd'hui au-delà de 600 km, c'est quasiment impossible. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Quel a été le fond de cette décision de vous engager, notamment avec le bio-GNV ? Alors l'histoire veut qu'un jour mon fils est rentré de l'école et il m'a dit « Papa, il va falloir trier tes poubelles. On va avoir 2 bacs, un pour ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. » Et je l'ai regardé avec des yeux un peu bizarres, c'était il y a quasiment 11 ans. Et puis je me suis dit, à un moment donné, il va falloir qu'on y aille, il va falloir qu'on fasse des choses. Étant transporteur déjà à l'époque, on s'est posé un certain nombre de questions et la réponse qu'on a eue à ce moment-là, et c'est un enchaînement, je crois beaucoup aux rencontres et à ce genre de choses. Et il y avait Iveco avec le bio-GNV et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers ça. De toute façon, c'est un déclic en fait. Il y a eu un déclic et puis il y a des phrases-chocs. Il n'y a pas de planète B par exemple. Donc quand on dit qu'il faut y aller, il y a des plans B mais pas de planète B. Il n'y a pas de planète B, ça n'existe pas. Donc il faut y aller. On n'a pas le choix. Et est-ce que ça a été, vous avez ressenti finalement que c'est devenu au fur et à mesure du temps un atout commercial ? Alors ça l'est depuis très peu de temps. On a un peu forcé la main à nos clients au départ. En leur disant on va y aller. On leur a présenté sous un aspect assez un aspect laboratoire, c'est-à-dire qu'on leur a dit en gros vous voulez pas y aller, vous êtes de très grosses structures, vous êtes tous frileux, les investissements c'est difficile, nous on est une petite PME, mais on a envie d'y aller, donc on a la capacité de le faire. Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner? Alors on leur a demandé de le faire, ils nous ont suivis, on a fait du trait pour trait, le surcoût on l'a refacturé au centime d'euro près, ils ont absorbé ce surcoût, mais on n'a pas fait de marge sur la partie surcoût et on y est allé comme ça. Ça a été concluant puisque les gens y sont allés et ils y sont restés. On a renouvelé nos contrats de la même façon. Depuis maintenant 2 ans, comme le disait Andrew tout à l'heure, les chargeurs sont quasi obligés d'y aller. Et je ne donnerai pas de nom, mais une entreprise qui a eu quelques difficultés il y a 2 ans en termes de problématiques de pollution sur Rouen qui se doit de gérer l'après pollution, nous a demandé et est venu nous chercher parce qu'on était un acteur important dans la transition énergétique et notamment par le biogaz, et on a contracté avec eux un contrat de 6 véhicules qui tournent aujourd'hui tous les jours. Ils font entre 400 et 600 km par jour, et ce qui pour eux est une économie en termes de CO2 qui est monstrueuse. On peut parler de Paris gagnant ou c'est encore prématuré? De toute façon, le pari gagnant pour nous, il est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une conviction en fait. Il faut y aller, on n'a pas le choix. On a été convaincus avant les autres, on l'a fait par choix, pas par obligation. Le pari gagnant, il sera vraiment gagnant quand
tout le monde sera prêt à payer le prix que ça coûte. Aujourd'hui, si on peut parler d'argent juste 2 minutes, parce que c'est toujours quelque chose qui fâche. Aujourd'hui, un tracteur diesel thermique, ça coûte à peu près entre 105 et 115 000 euros. Un tracteur biogaz, ça coûte entre 125 et 140 000 euros. Et un tracteur électrique, aujourd'hui, c'est 300 000 euros. C'est assez simple à comprendre. Le TCO, il n'est pas le même. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye. Vous avez beau exploiter votre camion jour et nuit, 2 fois plus cher, c'est un vrai sujet. Donc, la transition énergétique, de toute façon, elle coûtera de l'argent, c'est une évidence. Et si elle ne coûte pas à l'achat, elle coûte à l'entretien. Il y a forcément un surcoût. Il faut juste que tout le monde soit prêt à l'accepter et que les chargeurs le prennent en ligne de compte. En plus de l'inflation qu'on a vécue ces 3 dernières années, enfin du moins ces 2 dernières années, de toute façon il y a une question économique dans cette histoire. Donc il faut y aller, on est obligé, on a une communauté européenne qui nous pousse à le faire. Maintenant il faut le faire intelligemment. Ça pourrait venir de où justement cette piste de financement? Vous avez un avis forcément sur... Je suis un entrepreneur, donc j'ai envie de vous dire que c'est pas l'État qui doit nous aider. On doit prendre conscience et on doit faire prendre conscience aux gens, à nos clients, à nos chargeurs, au public, que le transport c'est pas gratuit, que ce qui vient jusqu'à eux ça a forcément un coût. Même si la massification permet d'avoir des économies importantes, que le rouler à vide ne doit pas exister, que l'IA doit nous permettre d'optimiser un maximum de choses. Forcément il y aura un coût. Donc l'idée de se dire que le transport coûte 0, moi jusqu'à preuve du contraire, je paye un chauffeur, je paye un camion, je paye mes collaborateurs, l'énergie en plus, et qui est de plus en plus cher, même si on a eu une baisse ces quelques derniers mois, de toute façon ça coûte de l'argent. Donc la prise de conscience, elle doit être générale. Et on ne doit pas attendre une aide, quelle qu'elle soit, même si effectivement ça peut donner un petit coup de pouce au départ, mais ça ne sera qu'un coup de pouce. Donc le consommateur doit prendre acte qu'une livraison, c'est pas cadeau. Il faut mettre la monnaie. Chargeur, parce qu'il est aussi décisionnaire, lui, c'est un maillon important de votre chaîne. Le chargeur aujourd'hui, quand vous avez en face de vous le dernier maillon de la chaîne, vraiment, quand vous n'avez pas d'intermédiaire, vous arrivez à lui faire comprendre et en lui expliquant par A plus B. Si vous êtes entre les deux, entre le dernier et si vous êtes vraiment le maillon du milieu, c'est compliqué d'aller faire comprendre, de sauter une marche pour aller voir le réel acheteur, celui qui consomme vraiment. Et lui expliquer que ça coûte plus cher. Parce qu'entre les deux, il y a une sorte de rempart et c'est compliqué de le faire. Donc, l'intérêt aujourd'hui, il est d'aller directement vers le client et de lui expliquer et lui montrer pourquoi c'est important d'y aller, pourquoi ça coûte plus d'argent, en étant le plus transparent possible. C'est, je pense, la solution. Finalement, c'est simple, ce n'est que de la pédagogie. Il faut simplement que le message passe. Merci messieurs pour ce super moment. Est-ce que vous peut-être un mot pour clôturer, même si là on a eu une belle clôture, mais on fait un petit tour de table très rapide. Merci Frédéric, merci beaucoup. En 3 mots. En 3 mois 3 mots. En 3 mots ou en 3 mois? En 3 mois, je peux tenir 3 mois. Non, en 3 mots. Oui, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, comme tu le disais. Il y a aussi beaucoup il faut que les mentalités changent, les a priori changent, quelle que soit l'énergie. On l'entend sur l'électrique, au sujet du manque d'autonomie, manque de bornes, etc., c'est pareil. Des bornes, il y en a, il suffit de s'organiser. Il faut que ça change, rapidement, mais en même temps doucement avec de la pédagogie. Voilà. Rapidement parce qu'il y a un besoin, et doucement parce qu'il ne faut pas brusquer. Il faut faire step by step, mais la planète n'attend pas non plus, quoi. Il faut avancer. Merci Bruno. Julien? Oui, mais c'est ça, laisser la place à toutes les énergies décarbonées. Il n'y en a aucune à exclure et il y a urgence et il faut y aller, ouais. Et la transition énergétique, c'est l'affaire de tous. Merci Julien. Andrew? J'ai pas forcément de mots de conclusion en particulier, mais juste pour reprendre ce que disait M. Pigassou, c'est vrai que c'est important de... Pour moi, dans les entreprises qu'on accompagne, il y a 2 types d'entreprises. Il y a celles qui investissent dans la transition écologique par contrainte, entre guillemets, par demande du client. Et on l'a vu de par les échanges que ça allait
avec la réglementation, être de plus en plus important. Et il y a aussi celles et ceux qui sont un peu précurseurs, comme tu le disais, et qui le font par conviction. Et ça, c'est hyper important aussi. Et ça donne aussi un peu de l'espoir d'avoir des... Parce que c'est une prise de risque, entre guillemets, aussi, mais ça peut aussi permettre d'avoir se démarquer et avoir un avantage concurrentiel, entre guillemets, dans les échanges avec les clients. Et voilà, rappeler aussi les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, qu'en effet, c'est une nécessité aujourd'hui de décarboner. En effet, ça a un coût. Mais que c'est important de participer à cette transition écologique. Ça peut permettre d'avoir un temps d'avance. Merci public, exceptionnel. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Si tel est le cas, on vous passe un micro. Pas de questions, en même temps c'était quand même super clair. Messieurs, merci pour cet effort de pédagogie et à bientôt.